Chers amis, bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du Musée national de la résistance et des droits humains. Nous allons assister ce soir à une table ronde passionnante sur un sujet compliqué, qui est celui d'être réfugié au Luxembourg, surtout en ce qui concerne les mythes et les fantasmes, mais surtout les réalités. Nous avons un panel de gens absolument formidables qui vont être modérés par M. Sergio Ferreira de l'ASTI, à qui je cède la parole pour présenter les invités. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci au Musée de la Résistance, Musée national de la Résistance des droits de l'homme, d'accueillir cette table ronde. Je commencerai par remercier les gentilles personnes qui ont accepté de participer avec nous à cette discussion. Je commence par Marianne Dontven, gérante des restaurants chiches et initiatrice notamment de Open House, initiative qui a vu le jour il y a déjà pas mal d'années. Franck Wyss, avocat, activiste des droits de l'homme depuis beaucoup d'années, ancien président de l'Amnesty entre autres et membre de la commission consultative des droits de l'homme aussi. Patricia Abdellour, qui travaille pour Onzimst, une association, une organisation très engagée dans le domaine culturel notamment, mais pas que. Et last but not least, Sylvie Nick, une jeune réfugiée iranienne, étudiante à l'Université de Luxembourg, qui va faire part de son expérience ici, aujourd'hui aussi. Merci aussi aux personnes qui sont venues. On espère qu'on puisse tous apprendre quelque chose les uns des autres ce soir. Le titre de la conférence est Mythes et réalités autour de l'asile, être réfugié au Luxembourg, mythes et réalités et fantasmes. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur trois domaines principalement, à savoir la question légale, c'est-à-dire les procédures, la question de l'accueil, de l'hébergement, et des problèmes qui existent aussi là-dessus avec Marianne notamment, les questions d'intégration, notamment dans le domaine culturel avec Patricia, et avec Sérénique, un témoignage par rapport à son expérience. Il n'y a jamais eu autant de gens déplacés dans le monde comme aujourd'hui. Ça, c'est une réalité claire et nette que les chiffres, notamment des Nations Unies, nous démontrent. L'Europe, depuis 10 ans à peu près, est confrontée à une crise de l'accueil, que quelques-uns appellent comme une crise de la migration, mais qui, au moins pour les associations du terrain, c'est plutôt une crise de l'accueil qu'une crise des migrants eux-mêmes. Avec ça, le climat politique s'est infecté davantage en Europe. Au Luxembourg, pas autant, mais il y a des signaux préoccupants aussi, raison pour laquelle nous allons nous centrer aujourd'hui sur la réalité du Luxembourg. Le Luxembourg est un des pays qui accueille le plus de demandeurs de protection internationale et temporaire par nombre d'habitants de l'Union européenne. Mais accueillir plus ne veut pas toujours dire accueillir mieux. Et c'est sur ça que nous allons nous centrer aujourd'hui, sur les difficultés qui existent et sur les possibles ou pas solutions ou pistes de solutions qu'on peut avoir pour les différents aspects. Pour ce qui est du Luxembourg et de l'Union européenne, il y a d'abord un premier mythe qui existe partout, c'est que le système d'asile est là pour protéger les gens. Or, le système d'asile est là plutôt pour éviter que ceux qui n'ont pas droit en abusent du droit de l'asile. C'est comme ça que le système est construit, et ça se reflète après dans tous les pas du parcours d'un réfugié, que ce soit au Luxembourg ou dans le reste de l'Union européenne. Je voudrais citer brièvement 3 articles de loi pour montrer aussi comment nous, en tant que pays, nous affrontons cette question. Et je commencerai par la loi de 2018 sur la protection des animaux. Je vous lis l'article 1er. La présente loi a pour objectif d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux. Il est interdit à quiconque, sans nécessité de tuer ou de faire tuer un animal, de lui causer ou de lui faire causer des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages et des lésions. Tout animal souffrant, blessé ou en danger doit être secouru dans la mesure du possible. Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale. La présente loi a pour objectif d'établir les procédures d'octroi et de retraite dans la protection internationale, les normes relatives aux conditions qui doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou des apatrides
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection. Loi 2008 sur la libre circulation. La présente loi a pour objet de régler l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire. Je crois que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires, mais dans la loi sur la protection des animaux, dans la première phrase, on parle de dignité, de protection de la vie, de sécurité et de bien-être. Dans la première phrase de la loi sur l'asile, on parle tout de suite de procédure, de retrait de la protection et des normes. Dans la loi sur l'immigration, on parle tout de suite de comment les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire. À partir de là, bien évidemment, on ne va pas centrer la discussion sur les articles de loi, on va centrer sur les trois thématiques que nous avons identifiées pour aujourd'hui. Et dans le parcours d'un réfugié qui vient à Luxembourg, que ce soit dans le cadre de la protection internationale ou temporaire, il y a d'abord un premier pas à faire, et c'est faire une demande de protection. Franck, comment se passe-t-il les choses au Luxembourg à ce niveau? Comment peut-on, en tant que réfugié, demander la protection du Luxembourg, et comment se passe cette procédure? C'est le mot que nous utilisons dans le jargon, et c'est le mot de la loi aussi. Comment se passe dans la réalité les choses là-dessus? Déjà, il faut arriver au pays. Donc, il n'y a pas de visa pour demander l'asile. On ne peut pas se rendre à une ambassade quelque part dans le monde et dire moi je veux venir au Luxembourg pour y demander l'asile. Ça ne marche pas. Donc, on a déjà un parcours du combattant, si je peux dire ainsi, derrière soi, lorsqu'on arrive ici. Et après, citer la loi sur la protection internationale, elle oblige dans un premier temps déjà les gens à faire leurs demandes personnellement. Il n'est pas possible de se faire représenter par quelqu'un. Le cas échéant, on pourrait se faire assister par quelqu'un, mais il faut être personnellement présent, ce qui ne peut pas toujours être facile, parce que comme on a déjà un parcours très compliqué derrière soi pour venir au Luxembourg, et on se présente alors à l'administration, ce qu'il faut savoir, c'est que les périodes, les heures d'ouverture pour introduire sa demande, c'est très tôt le matin, c'est pas très longtemps. C'est très souvent, vous allez vous présenter quelque part, commissariat de police par exemple, on va vous envoyer à un foyer de primo-accueil, le lendemain on va vous mettre dans une navette et on va vous emmener alors au ministère, où là, vous allez vouloir introduire votre demande. Alors déjà, la première problématique, ça va être de pouvoir introduire votre demande, parce qu'il y a pas mal de cas de personnes qui ont leurs empreintes digitales qui sont prises dans d'autres pays européens. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux règlement Dublin, qui, ça c'est encore une loi qui est surtout là pour réglementer et pas pour aider les gens, parce que j'explique ça toujours à mes clients qui demandent comment c'est possible. Je dis c'est tout simplement, vous n'avez aucune volonté, aucun libre arbitre pour décider où vous allez. C'est le règlement Dublin qui décide pour vous. Et donc cette loi ce règlement qui est censé répartir les réfugiés en Europe, elle va s'appliquer dans un premier temps. Ce qu'on va faire, on va prendre vos empreintes digitales. Et lorsque vos empreintes digitales auront déjà été prises dans un autre pays européen, vous allez avoir ce qu'ils appellent dans leur jargon techno-administratif un HIT, c'est l'anglais bien sûr, et qui va alors dire « Ah, mais vous avez déjà été enregistré dans un autre pays ». Et très souvent, on entend des gens qui disent « Bah alors, on m'a dit, ça ne sert à rien de faire ta demande ici, de toute façon, on va te renvoyer dans ce pays ». Donc, certaines dissuasions pour ne pas faire la demande. Bon, si vous avez réussi ça, vous allez avoir tout un tas de papiers à remplir. Vous allez être interrogé par un agent de police qui ne va pas se présenter comme agent de police, il ne portera pas d'uniforme, ce qui est dans la loi aussi. C'est pour ne pas, on va dire, retraumatiser des personnes de se retrouver face à quelqu'un d'uniformisé, ou en uniforme, on dit plutôt. Et là, vous allez faire des déclarations.
qui peuvent ultérieurement vous poser problème si dans ces déclarations-là vous avez dit des choses qui seront différentes de ce que vous allez dire au cours de la procédure. Parce qu'à un certain moment, si le règlement Dublin ne s'applique pas à vous, si le Luxembourg est responsable pour vous, vous allez avoir ce qu'on appelle un entretien, interview. Les gens ils appellent ça l'interview, où ils vont devoir, en leurs mots, expliquer les raisons pour lesquelles ils font une demande de protection internationale. Et si là, vous expliquez des choses qui sont en partie différentes de ce qui a été noté par l'agent de police le premier jour où vous venez, vous risquez déjà qu'on vous dise « Ah, ben là, il y a contradiction, votre crédibilité, elle est honteuse. » Je vais juste revenir à l'enregistrement, parce qu'il faut distinguer aussi si vous êtes majeur ou mineur. Si vous êtes mineur et que vous arrivez au Luxembourg sans qu'un adulte responsable pour vous soit à vos côtés, vous êtes normalement considéré comme ce qu'on appelle mineur non accompagné. C'est un terme très barbare, je préfère les enfants isolés, ça rend mieux la situation. Et là, vous ne pouvez pas introduire tout de suite votre demande parce que si vous êtes considéré comme mineur, vous n'avez pas la capacité juridique et donc à partir de ce moment-là, vous allez devoir être assisté par un adulte responsable. Donc il faudra tout d'abord qu'un tribunal, le juge aux affaires familiales, vous nomme un adulte, nouveau terme barbare, administrateur ad hoc. C'est comme ça dans la loi, je suis désolé, c'est des termes très, très techniques. Et c'est avec cet administrateur ad hoc qui est un avocat que le mineur pourra alors ultérieurement, plus tard, aller introduire, enregistrer officiellement sa demande. Si vous êtes considéré comme dubliné, donc vous avez les empreintes déjà dans notre pays européen, depuis bientôt 2 années, vous risquez aussi de ne pas obtenir tout de suite un logement. En tout cas, pas une place dans un des foyers qui sont normalement destinés aux demandeurs de protection internationale. Et parce que, version officielle, on n'a pas assez de place, il y a trop de demandes, et donc on doit prioriser les vulnérables, et donc on va cibler, on va faire un tri en quelque sorte, et dire que si vous êtes jeune et que vous aviez le malheur de passer par l'Italie où on a pris vos empreintes, à partir de ce moment-là, vous devez être mis sur une liste d'attente, et en attendant, on va vous, pendant l'hiver, vous dire d'aller à la vente d'interaction, donc le foyer pour sans-abri, et qui est que temporaire et qui vient de fermer, ou sinon, c'est la débrouille. Donc ça, c'est encore un autre challenge qui peut se poser pour vous. Après, c'est surtout l'attente. Parce que la loi sur la protection internationale, si je suis trop long, tu m'interromps. La loi sur la protection internationale, elle dit que normalement, toute la procédure entre le moment où vous enregistrez votre demande et le moment où vous allez avoir votre décision ne devrait pas durer plus que 6 mois. Pour des cas exceptionnels, ça pourrait aller jusqu'à un maximum de 21 mois. Alors, d'après, ça c'est très récent, le ministre vient d'écrire au collectif réfugiés, où lui, il indique lui-même que, d'après leurs statistiques, c'est actuellement 14 mois. Mais là, il parlait que pour un certain pays, il parlait que des Érythréens. Mais, en tout cas, les 6 mois ne sont jamais respectés. Et vous avez actuellement la situation particulière des Syriens. Comme vous savez, en décembre l'année dernière, il y a eu la chute du régime d'Assad en Syrie. Et le Luxembourg, comme tous les autres pays membres de l'Union européenne, a dit alors stop. On va attendre comment ça va évoluer en Syrie. Pour l'instant, on ne prend pas des décisions. On attend, entre les lignes, on comprend, on espère que ça va aller bien et qu'on pourra dire que normalement, on n'aura plus besoin d'accorder le statut de réfugié aux Syriens. Donc, toutes ces personnes-là sont actuellement en suspens. Et ils attendent déjà pour avoir une date pour leur entretien, respectivement ceux qui avaient leur entretien, une date pour leur décision. Et pour l'instant, personne ne nous dit quand. On a des indices que ce sera très probablement pas avant la fin de cette année, parce qu'on se réfère à la prise de position de la Commission européenne sur la situation en Syrie et les conséquences sur les demandes de protection internationale des Syriens. Et cette prise de position définitive est annoncée pour décembre de cette année. Donc ça c'est quelque chose, on a des personnes qui sont là depuis déjà 2 années, en raison des retards
accumulé dans tous les dossiers et qui là maintenant, là-dessus, ont encore cette expectative, cette incertitude sur comment ça va continuer pour eux. Si vous avez finalement votre décision, si elle est positive, eh bien, on va plus se plaindre du délai d'attente. Après, il y aura un regroupement familial, mais je pense que c'est moins le sujet ce soir. Mais si vous avez le refus, à ce moment-là, ça peut aussi encore signifier une attente de 2, parfois même 3 années, si vous faites le recours contre ce refus devant le tribunal administratif. Alors, je vais faire un petit retour en arrière. Moi, j'ai commencé en 1999. Et quand j'ai commencé, les procédures devant le tribunal administratif pour les réfugiés étaient les mêmes que pour le commun des mortels qui réclame parce qu'il n'a pas eu son autorisation de construire, son autorisation d'établissement, qu'est-ce que j'en sais. C'était une procédure qui prend en compte les droits de la défense, qui est plus longue parce que vous avez 3 mois pour faire le recours, etc. Et puis en 2006, là, le gouvernement a décidé que le problème avec les réfugiés qui ne veulent pas retourner, je fais un peu de sarcasme, mais ça se revient comme un peu à ça, qui ne veulent pas retourner dans leur pays, c'est parce qu'ils sont ici trop longtemps, donc ils prennent racine. Et ça, c'est la faute à quoi? C'est la faute aux méchants avocats qui font toujours les recours, et c'est la faute aussi que, de par la procédure administrative normale de l'entraînement administratif, ça prend trop de temps, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire tout ça. Conséquence, c'est que les droits de la défense des réfugiés devant le tribunal administratif sont moindres que ceux du commun, du mortel des administrés qui se plaint d'une décision qui est prise à son encontre. Par exemple, normalement, vous pouvez, c'est une procédure écrite, vous écrivez votre recours devant le tribunal, après l'administration répond, et là vous pouvez répondre à la réponse. Les réfugiés, non. Le réfugié, il peut juste écrire une fois, donc vous devez déjà tout mettre dans votre recours. Et vous n'avez pas 3 mois, vous avez 1 mois. Et dans certains cas, comme Dublin ou d'autres cas, vous n'avez que 15 jours pour faire le recours. Donc c'est extrêmement contraignant. Et là, vous allez peut-être dire, ah mais ça veut dire que ça va plus vite. Non, le problème maintenant, ce n'est plus les méchants avocats qui font les recours, le problème c'est que le tribunal administratif est surchargé. Et que vous avez des délais de procédure d'1 an et demi, 2 ans. Moi j'ai des cas qu'on a introduits début 2024, où on nous dit les plaidoiries, par rapport à la décision, auront lieu en janvier 2027. Donc c'est juste pour vous donner une idée que ça c'est un des défis qui se pose, parce que vous devez dire aux gens qui disent je veux faire un recours, ok d'accord, mais patiente, parce que pendant presque 2 années, tu ne vas pas avoir de décision. Donc ça c'est un peu ce qu'on peut dire au niveau de la procédure, juste ça empiète peut-être déjà sur la deuxième partie. Pour le tribunal administratif, pendant très longtemps, on a demandé, mais si vous faisiez des chambres spécialisées pour le droit d'asile, parce que le tribunal administratif, il est compétent pour tout ce qui est ce qu'on appelle contentieux administratif. Ça va du fiscal, ça va tout ce qui est aménagement du territoire, c'est tout ce qui est disciplinaire de l'État, donc c'est très très vaste. Et ce qui explique aussi pourquoi il y a ce retard, parce que le dossier des réfugiés, c'est pas les seuls. Et on me disait toujours, non, mais les juges ne veulent pas faire que ça. Ils ne veulent pas le faire. Et maintenant, cette année, la ministre de la Justice a lancé un projet pour faire exactement ce qu'on a réclamé depuis des années. Donc, ils veulent faire maintenant une chambre spécialisée droit d'asile, avec l'idée aussi donc, de pouvoir aller plus vite, spécialement sur ces dossiers-là. Merci beaucoup Franck. On reviendra effectivement sur les possibles solutions, les possibles améliorations qu'on peut avoir dans le système. Je peux juste faire une petite remarque. Merci beaucoup Franck. Je voulais juste ajouter 2 petites choses. La première, si on arrive en tant que mineur, il faut encore que l'immigration accepte qu'on est mineur, parce que nous avons à Luxembourg pas mal de soi-disant majeurs qui sont mineurs, mais où l'immigration n'a pas accepté. Il faut savoir que c'est plus avantageux, si on peut dire, pour l'immigration si on arrive comme majeur, parce que si on arrive comme mineur et qu'on arrive à le prouver, on aura après le droit de faire venir ses parents et ses frères et sœurs mineurs aussi. Donc ils essayent toujours de ne pas accepter la minorité. Et puis je voulais dire une deuxième chose. Pour les mineurs, on pourrait faire un table ronde. Oui, ça c'est incroyable. Oui. Donc, ça, c'est
tout un sujet à part. Reste avec le micro. Oui, pardon. Et je voulais ajouter une deuxième chose. Ah oui, pour Dublin, je voulais encore juste dire que c'est là aussi, on pourrait être sarcastique aussi, parce que c'est comme si à Luxembourg, on pourrait, si les réfugiés pouvaient arriver sans passer par un autre pays. Hein. Donc c'est comme s'ils pouvaient tomber du ciel. Hein. Donc c'est là aussi, on pourrait aussi faire un sujet sur Dublin à part. Merci. Merci Marianne. Garde le micro parce que la prochaine question c'est pour toi. On a entendu dissuasion, on a entendu attente et on a entendu surcharge. La question de la surcharge dans le système d'accueil est aussi omniprésente depuis pas mal d'années. Ce débordement, le fait que les structures d'hébergement soient débordées et que les conditions d'accueil ne soient toujours pas les meilleures, c'est aussi une réalité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marianne, par rapport à la réalité actuelle et la situation actuelle dans les foyers? Et y a-t-il des alternatives pour l'hébergement, notamment des bénéficiaires de protection internationale, mais aussi des bénéficiaires de protection temporaire, qui à un moment donné étaient hébergés par des familles en grand nombre? Comment est la situation actuelle? Alors moi, je lis souvent des commentaires dans les réseaux sociaux qui disent « Ah, les réfugiés, ils arrivent, ils ont droit à tout, ils ont droit à être logés. » Alors j'aimerais bien voir des luxembourgeois qui seraient d'accord de vivre dans ces conditions. Il faut savoir que la plupart des foyers n'étaient pas du tout destinés à être des foyers. Ce sont des immeubles de bureaux ou d'autres immeubles qui ont été, même un garage, qui ont été transformés de manière relativement basique en foyer d'accueil. Souvent, comme c'est beaucoup de jeunes hommes, ils habitent souvent à 6 ou plus dans une chambre. La plupart des chambres n'ont même pas de table. Donc pour tous ceux qui étudient, ils n'ont même pas d'endroit pour faire leurs devoirs. Il y en a qui partagent des armoires, alors il y a chacun qui a droit à un petit espace. Il y a même des chambres où j'ai vu des photos où on a juste l'espace pour aller d'un lit à l'autre. Donc c'est vraiment très très difficile, c'est vraiment une promiscuité, il n'y a aucune sphère privée pour ces jeunes hommes. Il faut savoir aussi que si on est assis dans une chambre, il y a ceux qui effectivement sont motivés pour apprendre, qui vont à l'école tous les jours, qui sont en apprentissage, mais qui partagent leur chambre avec des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes désirs, ou qui sont réveillées toute la nuit. Donc ils ont beaucoup de mal à dormir la nuit. Voilà, il faut savoir aussi qu'il y a eu des efforts dernièrement. Il y a maintenant des foyers équipés de cuisine, mais il reste toujours beaucoup de foyers sans cuisine. Donc les gens ils reçoivent à manger de manière pas du tout adaptée à leur culture. Voilà, on parle de dignité pour les animaux, mais ça, pour les réfugiés, c'est vraiment très très loin d'un respect de leur dignité. Il faut savoir que dans certains foyers, les sanitaires sont à l'extérieur, dans des conteneurs. Par exemple, au Don Bosco, qui aurait dû être démoli il y a une vingtaine d'années et qui abrite encore à ce jour des centaines de réfugiés. Les sanitaires ne fonctionnent plus, il faut sortir la nuit dehors pour aller aux toilettes. Au Route d'Arlon aussi, au garage, les sanitaires sont dehors. Il y a des personnes à mobilité réduite qui habitent dans ce foyer qui la nuit mettent une vingtaine de minutes à descendre et à sortir dehors pour aller aux toilettes. Et il faut dire aussi qu'avant, il y avait une certaine écoute de la part de l'ONA. On pouvait dire, voilà, cette personne habite à Marienthal mais travaille à Diekirch, il met plus d'1 heure à se rendre à son travail. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de changer cette personne? Maintenant, on ne reçoit plus de réponses. Dernièrement, c'est devenu presque impossible de changer une personne, même avec des certificats médicaux qui disent, voilà, cette personne devrait vraiment avoir une chambre pour elle-même parce qu'elle est très malade. Il y a beaucoup de critères
voilà, beaucoup de personnes qui essayent d'aider, même les offices sociaux, mais voilà, il y a très peu de considération de leurs difficultés. Donc peut-être que si on commence, on a déjà parlé des Dublinés qui déjà au départ n'ont pas tous la chance d'avoir une chambre, qui se sont retrouvés surtout l'année dernière beaucoup à l'extérieur, qui sont devenus sans abri en arrivant à Luxembourg. Heureusement, on a trouvé plusieurs familles, une vingtaine de familles qui étaient d'accord de les accueillir jusqu'au moment où ils avaient finalement accès au foyer, mais pas tous. Il y avait quand même des tentes sous les ponts, etc. Après, pour les demandeurs de protection internationale, ils ont effectivement un parcours du combattant, non seulement par rapport à la procédure, mais aussi par rapport à leur logement. Donc ils sont d'abord dans un foyer de premier accueil, jusqu'à ce qu'ils aient fait toute leur démarche. Après, ils sont transférés normalement à Mersch. Après, ils sont retransférés plusieurs fois, parfois personne ne comprend pourquoi. Ils reçoivent juste une convocation et s'ils refusent, on leur dit alors si vous ne voulez pas vous plier à cette décision, vous pouvez quitter le foyer. Voilà, donc c'est très très difficile à expliquer, mais ils sont vraiment à la merci des décisions de l'ONA. Et on a souvent l'impression que c'est vraiment des numéros qui sont placés dans des foyers sans qu'on s'intéresse vraiment à la personne. Maintenant, un des pays qui reçoit une décision négative définitive, donc soit parce qu'il n'y a pas d'appel, ou alors parce que c'est la décision qui sont déboutés du droit d'asile, après donc la décision de la Cour. Avant, il ne se passait pas grand-chose pendant de longs mois, parce qu'on attendait d'abord de savoir est-ce que cette personne va peut-être trouver un autre moyen de rester, parce qu'il y aura une demande de régularisation ou pas. Maintenant, ils ont 5 jours pour quitter le foyer. Donc, pendant les mois d'hiver, à moins 10 dehors, l'ONA a mis dehors des femmes avec des bébés, des familles entières avec des enfants. C'est là que j'ai pris une décision, c'est pas fait partie de la discussion, mais là vraiment je ne pouvais pas supporter ça, donc j'ai démissionné du ministère où j'aurais dû retourner au mois d'octobre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, mettre à la rue des personnes déboutées parce qu'elles étaient censées être illégales. Donc on peut être illégal au Luxembourg du jour au lendemain. Heureusement la plupart de ces décisions ont été changées, où les personnes ont au moins pu retourner dans un foyer, souvent les tentes à Kirchberg, donc elles étaient au moins à l'abri, mais donc on doit s'attendre maintenant et on doit prévenir les personnes qui sont encore en procédure qu'ils doivent prévoir un plan B, parce que le jour où ils recevront leur dernière décision, ils auront très très peu de temps avant de soit accepter d'aller à la maison de retour et signer pour un retour volontaire, mais tout le monde ne veut pas faire ça, surtout ceux qui sont en formation, en apprentissage ou qui travaillent, qui espèrent évidemment rester à Luxembourg et avoir un avenir à Luxembourg après avoir passé des années ici. Donc ça c'est une chose. Après, pour les bénéficiaires de protection internationale, moi je trouve qu'il est très difficile à comprendre pourquoi, surtout qu'il y a eu de grandes vagues d'arrivées en 2015, 2016, 2017, pourquoi personne n'a réfléchi au fait que ces personnes auront un jour les mêmes droits qu'un résident et auront tous besoin d'un logement. Maintenant, c'est comme si on tombait tous des nues, que toutes ces personnes qui maintenant ont obtenu les papiers et ont le droit d'accéder à un logement privé, ne trouvent pas de logement privé. Et alors, on commence à les mettre sous pression. Ils reçoivent des lettres comme quoi ils ont 3 mois ou 6 mois pour sortir. Mais voilà, toutes ces personnes essayent beaucoup, se présentent à beaucoup d'agences et répondent à beaucoup d'annonces. Mais si on s'appelle Selamavit ou Mohamed, on a très peu de chances d'avoir une visite. Et donc, arrivera le jour où l'ONA va dire, voilà maintenant... vous devez quitter le foyer. Et là encore, on a retrouvé des familles dans les hôtels ou à la rue. Et
Et là, il y a une autre souffrance qui s'installe dans les familles, parce que dire à une famille africaine qu'ils risquent de perdre leurs enfants, parce que le jour où on n'a plus de logement, l'office social va faire un signalement, ou quelqu'un va faire un signalement, et on risque effectivement, et il y en a des familles qui ont perdu leurs enfants, parce qu'on n'était pas en mesure de les loger. Donc moi je suis plutôt d'avis qu'on n'a pas une crise de l'accueil, enfin peut-être de l'accueil aussi, mais pas une crise des réfugiés ou de la migration, mais vraiment une crise du logement à Luxembourg. Donc il aurait fallu que les gouvernements avant, mais surtout maintenant on est dans l'urgence, le gouvernement actuel, trouve des solutions provisoires, même si ce sont des maisons construites à base de conteneurs ou encore des grands bâtiments de bureaux transformés en chambres ou en appartements provisoires pour les familles bénéficiaires de protection internationale. Parce qu'elles sont dans l'incapacité de se loger et ça va causer de sérieux problèmes pour ces familles, surtout que la plupart, je n'ai pas les chiffres malheureusement, mais il y en a encore beaucoup qui sont bénéficiaires du REVIS, qui ne sont pas encore en mesure de trouver un travail, qui sont encore en train d'apprendre les langues, qui n'ont pas encore réussi à trouver un emploi. Et il est très très difficile à Luxembourg de trouver un logement si on touche le REVIS, parce que ce revenu n'est pas saisissable. Enfin, les propriétaires ne veulent pas de locataires bénéficiant du REVIS, et donc voilà, c'est très très compliqué. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Merci beaucoup, Marianne. On a entendu aussi pas mal sur cette question du logement, qu'on ne veuille pas, et je crois qu'on est tous conscients que c'est peut-être pour tout le monde le plus grand problème, même si les Luxembourgeois, les résidents européens, les résidents de pays tiers qui ont un travail, un contrat de travail, ont d'autres possibilités, surtout pour les Luxembourgeois et les citoyens de l'Union européenne, parce qu'on peut aller habiter de l'autre côté de la frontière sans qu'on perde notre statut ou notre séjour ici à Luxembourg, chose qui n'est pas possible pour les citoyens de pays tiers, ou en ayant certaines conditions très strictes aussi, mais pour les bénéficiaires de protection internationale, c'est une impossibilité. Au-delà de la question du logement, il y a aussi d'autres obstacles pour que les gens deviennent autonomes. Et une des raisons que, du moins, les organisations du terrain identifient pour lesquelles les bénéficiaires de protection internationale, notamment, ont énormément de difficultés à sortir des structures, ce n'est pas seulement la question de l'accès au logement, mais ça a à voir aussi avec leur manque d'autonomie, le fait qu'ils ne travaillent pas, le fait qu'ils ne connaissent pas les langues du pays à un niveau qui les permette d'approcher le marché du travail. Donc il y a un manque clairement d'autonomie et qui est conséquence peut-être d'un travail d'intégration défaillant. Patricia, tu travailles surtout dans le domaine culturel, mais tu as aussi, et ton organisation émerge des projets dans d'autres domaines, dans l'intégration au sens large. Comment se passe-t-il les choses à Luxembourg? Est-ce que dès que quelqu'un arrive au Luxembourg, qu'il arrive à faire la demande en bonne et due forme, est-ce qu'on commence déjà à travailler leur intégration, leur autonomisation, ou pas du tout? Les parcours pour cette intégration ici à Luxembourg, c'est un peu bloqué. Je pense que Franck, il a touché un aspect que c'est très important, que c'est l'aspect de l'attente. Alors, les gens arrivent à Luxembourg, ils font leur demande et il faut attendre. En théorie, 6 mois, mais en réalité, je pense qu'on peut parler d'un average, moyenne, peut-être de 2-3 années, pendant lesquelles c'est pas possible de travailler, c'est pas possible d'étudier et plus que la langue, et ils n'ont pas des conditions d'hébergement fonctionnelles. Et alors, comment les gens peuvent faire pour pratiquer la langue? Comment les gens peuvent faire pour se connecter avec la société, pour éventuellement trouver du travail, s'activer? Du moment qu'ils sont arrivés ici,
attendre. Ils n'ont pas raison pour sortir des foyers. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici déjà avec une histoire de trauma, avec une histoire compliquée. Les gens, souvent, ont peur de sortir de foyer. Mais en plus, tous les messages qu'ils reçoivent, c'est « attends, sortez pas ». Nous travaillons avec des foyers dans tous les pays. On travaille souvent avec foyers très très isolés, au nord, au milieu du pays. Et on trouve des personnes qui sont ici depuis 2-3 ans, qui ne parlent pas la langue, mais avec qui ils peuvent pratiquer la langue quand ils habitent dans des communes où il y a un bus qui passe une fois par heure ou chaque 2 heures. Ils ratent le bus, c'est fini la journée. C'est fini, ils n'arrivent pas à la classe de langue, à la lection de langue. Alors, l'isolement que c'est promoted, que c'est promu dans la dynamique de vie, c'est vraiment un grand obstacle pour construire une vie, pour s'intégrer, pour se connecter. Nous faisons des activités pas seulement culturelles, sinon surtout pour réunir des personnes locaux avec des réfugiés à travers des activités locales. Et de sa côté, j'ai parlé avec beaucoup de bénéficiaires de notre programme, et la culture, parce que nous avons une situation où les chemins d'intégration sont bloqués, le travail, l'université, un hébergement normal, alors la culture c'est super importante parce que ça construit la résilience pour pouvoir naviguer cette procédure des 3 années. Mais c'est compliqué. Les chemins sont bloqués. Merci beaucoup, Patricia. Tu peux passer le micro à Séville si elle veut bien. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne comprend pas l'anglais? Ok, on va traduire pour vous parce que Séville va intervenir en anglais. Séville, tout d'abord, merci encore une fois d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui, témoigner devant nous. Est-ce que vous pourriez brièvement nous dire comment vous êtes arrivé au Luxembourg, depuis quand, et quels sont les obstacles principaux que vous avez affrontés, notamment pour vos études? Well, that's. I entered here to the Europe from Italy, so I was on the Dublin procedure as well. It took us 3 years to get our status of refugee, and it was not an easy way because we had to wait in many different refugee camps. Plus that I have my mom with me, which I had to take care of, so it was not an easy thing. Then, I'll ask you to stop, otherwise I won't be able to translate. Donc, Senfini est venue de l'Iran, elle est passée par l'Italie, donc elle était une Dublinée, comme on dit dans le jargon, et il y a eu beaucoup de difficultés pour obtenir son statut, 3 ans pour pouvoir l'obtenir, et en plus de ça, une situation familiale avec sa maman, qui avait besoin de beaucoup d'attention et beaucoup de soins de la part de Sylvie. well, as a person, when I arrived here, I was not 25 yet, so probably I could have had an easier life if I got my papers also at that time. But the thing is, I received it when I already was 25. So everything was kind of blocked for me. I remember I took my diploma from my country to get it recognized by the ministry. And they told me, oh, we have
no idea if you can really enter to the university or not. We don't know if we're going to accept your diploma. And then I was like, okay, what would happen if you don't accept that? What are the ways for me, the possibilities to get into the university? And they were like, yeah, we don't know really. And it was so hard. Thank you. Donc, Sévigny dit qu'elle est venue, elle a introduit sa demande avant 25 ans, et qu'elle a obtenu sa réponse seulement après qu'elle a fait ses 25 ans. Et ça a des conséquences, notamment en ce qui concerne l'accès à certaines aides, certaines aides, pas seulement au niveau personnel en tant que bénéficiaire au parc de la vie, mais aussi pour beaucoup d'autres domaines, et notamment pour l'accès à l'université. Lorsqu'elle s'est présentée au ministère de l'enseignement supérieur pour faire reconnaître son diplôme, tout de suite on l'a mis devant des difficultés pour la reconnaissance du diplôme d'abord. Et quand elle posait la question, alors si mon diplôme n'est pas reconnu, comment puis-je avoir accès à l'université? Et là, la réponse était on ne sait pas. I think one of the things that I think we have a delay. One of the things that really helped me here was to navigate through many obstacles and find that one possible way that I was not sure if it is going to work out or not. So I applied to be an active listener in the university. So I could only participate in some of the courses, and I could not take any exams. I could have just been there as an observer or listener. But I thought it's better than just sitting in the refugees camp and waiting. That kind of made my way to the university. So I won that very hard battle after 3 years of waiting, and I got into the university. Donc c'est fini. Une des choses avec laquelle elle a été confrontée par rapport à cette difficulté, parmi les obstacles qu'elle a dû affronter, il y a cette question de l'accès à l'université, et pour Sévigny, comme pour beaucoup de cas, il n'y a pas la possibilité de s'inscrire en tant qu'étudiant. Donc il y a seulement la possibilité de s'inscrire en tant qu'auditeur libre, ce qui ne donne pas accès à tous les cours et ce qui ne permet pas d'avoir accès à des examens non plus. Et Séville nous dit qu'à un moment donné, dans ses réflexions, elle se disait il vaut mieux quand même que je sois quelque part et pas dans le foyer en train de végéter, mais plutôt au moins profiter de cette occasion pour pouvoir avoir accès à d'autres gens et à d'autres connaissances. Yeah, I wish these obstacles would have ended there, but life is still going on, and we are still facing lots of obstacles. I have faced the housing obstacles. I have families here. We had to search actively to find housing for them as well. And recently we received a notice that I need to find a house for my mom who's living still in a refugees camp. So I feel like this is kind of endless obstacles for me. I know it is not going to be endless, I hope. But yes, this is still going on and it is very difficult. Thank you very much, Cyril. Donc, même après avoir obtenu le statut, il y a toujours des obstacles qui se présentent, et notamment la question du logement. Elle a dû chercher beaucoup pour trouver un logement pour elle et pour sa famille. Et la situation de sa maman est encore davantage complexe, puisqu'elle est toujours dans le foyer. Elle a déjà reçu une notification comme quoi elle devrait sortir assez rapidement. Et le souhait de Séville, c'est qu'à un moment donné, ces obstacles s'arrêtent. Merci beaucoup. Bon, on a parlé des difficultés, des obstacles, des différents blocages qui existent. Le but aujourd'hui, c'est aussi d'essayer au moins discuter de certaines solutions, de certaines pistes d'amélioration.
Et je vais reprendre avec toi, Franck. Tu as déjà effleuré un tout petit peu dans ta première réponse, notamment cette question dans les instances administratives d'y avoir des cours spécifiques pour l'asile. C'est une piste. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'au niveau de la loi, par exemple, il y a des choses qu'on devrait changer? Et au niveau de la pratique de la loi aussi, parce que toi, mieux que personne, c'est bien qu'une chose c'est le texte, l'autre chose c'est l'application. Qu'est-ce qu'on pourrait en tant que pays faire là-dessus? Et pourquoi on ne le fait pas éventuellement? Là, je vais être mauvaise langue pourquoi on ne le fait pas. Parce qu'il faut la volonté politique de le faire. Petite anecdote, ça ne concerne pas des réfugiés, mais j'étais dans une autre vie président d'Amnesty International. Et le mouvement militait à l'époque pour que les pays européens acceptent d'accueillir les détenus que les Américains eux-mêmes ne voulaient plus à Guantanamo parce qu'ils disaient on n'a rien réussi à prouver contre eux, mais maintenant on ne veut pas chez nous. Donc ils peuvent sortir de Guantanamo si un autre pays les prenne. Donc on est allé faire le tour de tous les partis politiques pour voir que le Luxembourg accepte ça aussi. Et je ne peux pas dire quel parti c'était plusieurs partis, mais à plusieurs reprises, on nous a dit donnez-nous des arguments pour convaincre nos électeurs que c'est une bonne chose de le faire. Ça, c'est, je crois, quelque chose qui s'applique également un par un pour les réfugiés. C'est la problématique du logement. Quand j'entends les ministres successifs se plaindre que oui, on va voir les communes, mais c'est compliqué, aidez-nous. On avait même des ministres qui, nous, société civile, nous disaient mais aidez-nous à convaincre les communes pour accepter les foyers réfugiés chez eux. Donc c'est la volonté politique, je pense, et actuellement dans l'ère du temps, dire le réfugié n'a pas la cote, hein, pour le dire un peu comme ça. Il n'avait jamais vraiment la cote électoralement, vous ne gagnez pas une élection uniquement sur ces thèmes-là, vous risquez, vous craignez en tant qu'homme politique moderne, femme politique moderne, plutôt de la perte. Par rapport aux améliorations, il y a une chose très intéressée par votre récit. Vous dites, voilà, déjà sont venues 3 années, c'est moi-même qui a dû me mettre sur mes pieds pour prendre l'initiative pour ne pas végéter dans le foyer, mais pour aller à l'université, etc. Et c'est un problème qu'on voit aussi ici. Marianne elle a parlé des problématiques des personnes qui reçoivent le statut, qui sont toujours dans les foyers de l'ONA, parce que, faute de logements disponibles pour leur catégorie de revenus, c'est quasiment impossible. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a 45% des occupants des foyers de l'ONA, en fait, ils ont le statut de réfugié. Et ce qui est un peu absurde, c'est que pendant tout le temps qu'ils sont dans la procédure, ils sont en quelque sorte un peu infantilisés. C'est-à-dire, vous êtes dans un foyer, vous avez un règlement très strict à respecter, vous avez très souvent, vous ne pouvez même pas faire la cuisine vous-même. Vous recevez des bons pour aller chercher dans une épicerie sociale des vêtements. Et puis, vous recevez le statut, et là, on dit, et maintenant, oiseau, il faut voler. Non, il faut que tu te démerdes sur le marché du travail, que tu te démerdes sur le marché des logements, etc. Et s'il y a vraiment une chose qu'il faudrait déjà changer, ça c'est toutes les mesures d'intégration qu'on peut déjà faire pendant tout le temps d'attente. Et pourquoi on ne peut pas faire? J'ai ma petite idée là-dessus. Ça remonte à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à 2006, où on disait le fait que beaucoup de réfugiés, après qu'ils ont eu un refus, ne veulent pas retourner chez eux, c'est parce qu'ils sont ici depuis trop longtemps, ils prennent racine, etc. Et je pense que c'est aussi une des idées qu'il y a derrière. Si on va tout de suite les accueillir, tout de suite leur donner la possibilité de s'intégrer dans la société, d'avoir des activités sociales, d'avoir des compétences linguistiques, etc. Une fois qu'on a refusé, là, ils vont dire « Ah ben non, maintenant, je dois quand même pouvoir rester ici parce que j'ai mon apprentissage, etc. » Mais à l'époque, en 2006, vous aviez des taux de reconnaissance du statut des réfugiés qui étaient autour de 5%. Moi, je me souviens, une année, les statistiques officielles, à l'époque, c'était le ministère de la Justice, c'était 0,9% des décisions positives sur toutes les demandes qui avaient été faites. Et donc, en regardant ces statistiques, à l'époque, vous pouviez peut-être dire, ok, il y a l'écrasante majorité de demandeurs qui viennent,
et qui vont de toute façon avoir un refus. Donc là, on va avoir une approche différente parce que sinon les gens ils viennent ici et ils vont se dire j'ai pas de chance pour le statut de réfugié, mais je vais quand même pouvoir rester ici. Mais ça a complètement changé. Aujourd'hui, vous avez 60% plus ou moins de décisions positives. Donc les personnes qui arrivent ici, 2 sur 3, on sait qu'ils vont pouvoir rester ici. Mais on continue à faire, dans les 2-3 années que dure l'examen de leur procédure, un peu, comme j'ai dit, de les infantiliser et de leur mettre des obstacles à l'intégration. Vous savez que les 6 premiers mois que vous arrivez, vous n'avez pas le droit de travailler. Après, vous avez le droit de travailler, mais... je vais y venir avec Marianne. Oui, mais il faudrait beaucoup plus de Marianne. Donc c'est un peu ça le souci aussi. Donc, s'il y a une première chose vraiment à faire, ce serait au niveau de l'accueil, de changer complètement ça. Maintenant, au niveau de la procédure, et tout à l'heure, Marianne m'a complété par rapport aux mineurs, si j'ai un grand souhait, c'est que toute la procédure pour les mineurs dans la compagnie, ça change complètement. Parce que comme Marianne l'a dit, le premier challenge, c'est d'être reconnu comme mineur si vous venez tout seul au ministère. Vous pouvez, des fois, c'est le délit faciès. Hein, toi, tu dois avoir 18 ans. Ne nous raconte pas des histoires, toi, tu n'es pas mineur, etc. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on va seulement accepter d'enregistrer votre demande si vous dites que vous êtes majeur. Sinon, on va vous dire que non. Et alors, tu ne dois pas au foyer, là, parce que si tu n'es pas enregistré comme demandeur de protection internationale, tu ne pourras plus être au foyer. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ou un cas extrême que j'ai vu, c'est 2 sœurs qui sont... Deux sœurs qui sont venues ensemble et où l'administration reconnaît la minorité de la première, mais pas la minorité de la deuxième. Et où les deux sont alors confrontés à ce qu'on leur dit, si celle où on ne reconnaît pas la minorité, si elle n'accepte pas qu'elle soit majeure, et en plus qu'elle soit responsable pour sa sœur mineure, ce soir vous n'allez pas dormir dans le même foyer. Donc il faut s'imaginer, ce sont 2 sœurs qui ont fait tout le voyage ensemble, et là on va dire, si tu insistes que tous les 2 vous êtes mineurs, on va vous séparer parce que nous on ne te croit pas. Je raconte cette histoire, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est pour expliquer que les jeunes, quel que soit leur âge, à ce moment-là, ils affrontent seuls l'administration. Et l'administration, il ne faut pas leur en vouloir, elle est dans un conflit d'intérêts parce qu'elle a la loi sur l'immigration qui est son objet social, si je peux dire comme ça, qui est sa préoccupation, la loi sur l'asile, qui est sa préoccupation principale. Et non pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc s'il y a une première chose à faire, ça se fait déjà dans les pays comme la Belgique, ça se fait en Allemagne, qu'un mineur ou un jeune qui vient et qui dit qu'il est mineur, dès qu'il dit ça, on va le sortir complètement de toute cette bureaucratie administrative d'immigration-asile et on va le confier à un organisme de protection de la jeunesse. Et ici, ça pourrait par exemple être l'Office national de l'enfance, où là on va regarder quels sont tes besoins, etc. Et si jamais, au bout de toute cette procédure, il est confirmé, il est mineur, etc., il est dans son intérêt de faire une protection internationale, il aura un avocat qui pourra l'assister, alors il affrontera, mais armé, l'administration. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, ce serait vraiment une des premières choses. Pour tout le reste de la procédure, c'est un peu difficile, je veux dire. On peut rêver, hein, je pourrais dire, je voudrais que si l'administration n'est pas capable, dans les 6 mois, de prendre une décision, alors c'est automatiquement positif. On peut toujours rêver. Le problème est le suivant. Vous savez que le droit d'asile, politique d'asile, ça a beaucoup décidé au niveau de l'Union européenne. Et il y a un texte, un groupe de textes qui s'appelle le Pacte Migration et Asile, qui va beaucoup changer les procédures. Et où le Luxembourg devra le transposer en 2026. Et où il y aura énormément de changements qui, certains sont positifs, mais la majeure partie ne sont pas positifs parce que l'objectif principal, c'est quand même réduire l'immigration illégale, clandestine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez.
Donc, moi, je peux maintenant ici rêver de tout ce que je voudrais changer à la procédure luxembourgeoise, mais je sais qu'il y a ces textes qui vont nous tomber dessus en 2026, et que là, il va déjà devoir se battre pour défendre beaucoup d'acquis qu'on a maintenant, et que ce sera un peu naïf d'ici de rêver à une procédure idéale, parce qu'on sait qu'il y a ce combat qui nous attend. Et on est prêt pour le combat, j'espère. Marianne, on a beaucoup entendu parler de manque d'autonomisation. Peut-être un des nerfs de la chose, c'est l'accès au marché du travail. Il y a des obstacles administratifs, mais d'autres aussi. Ça fait quelques années quand même que tu récoltes beaucoup d'expérience dans le domaine, notamment en tant que gérante des restaurants chiches, mais pas que. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Quelle est la situation actuelle? Franck a cité bien le fait qu'un demandeur de protection internationale ne peut pas par principe travailler. Il pourra, après 6 mois de procédure, s'il n'y a pas de réponse, et en passant par une autre procédure. Est-ce que ça fonctionne? Pas du tout. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour améliorer les choses? Alors, d'abord, il faut savoir que pour trouver un travail, il faut d'abord trouver un patron. Et il faut savoir que les employeurs sont très mal renseignés. Et dès qu'on leur dit qu'on est soit demandeur de protection internationale ou même bénéficiaire de protection internationale, ils ont tout de suite peur de faire quelque chose de travers. Donc, d'abord, il n'y a pas assez d'informations pour les employeurs. Deuxièmement, les employeurs ont déjà beaucoup de travail. Et si on demande à venir travailler dans une entreprise, même qui a besoin d'ouvriers, par exemple, mais qu'on dit au patron, voilà, moi j'ai en principe le droit de travailler, mais il faudrait faire une certaine démarche. Si on est, par exemple, demandeur de protection internationale, il faut faire une demande d'AOT, comme on dit, c'est une autorisation d'occupation temporaire qui permet, pas les premiers 6 mois, mais au-delà, d'avoir une autorisation de travail pour à chaque fois 6 mois renouvelable. Alors, encore une fois, la plupart des patrons disent « Ah non, 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 moi j'ai pas le temps de faire ça ». Donc, il faudrait vraiment, pour augmenter les chances des migrants de travailler, vraiment enlever toutes ces barrières. Parce que, et on le voit avec les Ukrainiens, bon, c'est encore un petit peu compliqué de comparer, parce qu'au niveau des bénéficiaires de protection temporaire ukrainiens, ce sont pour la plupart des femmes, et beaucoup de femmes avec enfants, pour qui c'est difficile de travailler également, parce que c'est encore un autre sujet, comment faire garder les enfants, etc. Et parce que pour la plupart, elles n'avaient pas beaucoup de connaissances de langue non plus, et qu'il est difficile aussi d'apprendre les langues si on a des enfants à charge. Mais bon, on a quand même vu qu'il y a quand même pas mal d'Ukrainiennes qui ont réussi à trouver un travail, parce que pour les Ukrainiens, il n'y a pas besoin de faire une demande d'autorisation temporaire, donc ils ont ou elles ont l'accès direct au marché du travail. Donc ça, ce serait déjà une première revendication, parce que la moindre barrière enlève pratiquement toutes les chances de travailler. J'accompagne beaucoup d'employeurs qui sont intéressés à un candidat demandeur de protection internationale, et je dois leur expliquer, ou souvent même j'engage la personne après pour qu'elle puisse retourner chez le patron. Bon, ça marche uniquement pour les régularisations. L'AOT, c'est pour un patron, donc on ne peut pas changer de patron non plus. Donc tout ça, c'est très complexe, et la plupart des patrons ne connaissent pas ces règles. Après, comme on a dit, les gens ne sortent pas beaucoup des foyers. Il n'y a pas beaucoup d'activités, ils ne rencontrent pas beaucoup de résidents. Donc, pour la plupart, même s'ils vont dans des cours de langue tenus à l'INLL de manière très classique, un cours magistral, et qui après retournent au foyer et qui parlent que l'arabe ou le tigrinien, il n'y a pas grand-chose qui reste, ça n'avance pas beaucoup. Donc moi, je rencontre énormément de personnes qui viennent déposer leur CV pour travailler, mais qui, malgré 3-4 ans de cours, ne pratiquent pas les langues parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'exercer, de pratiquer. Mais après, je vois que si j'engage une personne avec qui je ne peux même pas parler
pendant l'entretien, qui a besoin de faire tout traduire, il suffit de 2 mois au travail et les acquis qui sont quand même quelque part dans un tiroir permettent très très rapidement à accueillir, à pouvoir s'exprimer. Hein. Donc le problème, c'est vraiment la mise en contact entre les personnes au foyer et les résidents et les chances de pouvoir s'exprimer. Il y a certains cafés de langue où vous organisez, il y en a qui sont organisés à droite à gauche, mais vraiment pas suffisamment. Et après, le travail, évidemment, ça va tout changer pour la personne, non seulement au niveau des langues, mais aussi au niveau de sa dignité, au niveau de pouvoir surmonter des traumatismes à travers un quotidien régulier, de pouvoir se lever le matin et de retrouver confiance en soi. Donc voilà, c'est vraiment dommage que l'accès au marché du travail soit si protégé, parce que c'est ça qui fait vraiment avancer les gens et leur permettre de retrouver voilà, un bien-être. Voilà. Merci Marianne. On parle d'intégration, on parle d'autonomisation, on parle de contact avec le reste de la population. Ben, là, c'est le business score, si je peux dire, en utilisant ces mots de Hans Emmerich. Bon, on a fait le diagnostic et il n'est pas très positif. Veux-tu partager avec nous des expériences positives qu'Hans Emmerich a fait quand même dans le domaine d'intégration, surtout par la culture? Bon, comme on a dit déjà, les temps d'attente sans rien faire, c'est tragique. Alors, on peut rêver de faire des choses qui changent ça, qui réduisent les temps d'attente, mais c'est pas les temps, c'est la paralysie obligée, non? Dans ce temps d'attente qui devient la situation dramatique, non? Pas pouvoir faire rien pendant 2 ans, 3 ans. Et alors, nous faisons de temps en temps de café des langues, oui, mais nous avons aussi des autres types de projets où les gens sont engagés de manière hebdomadaire, mensuelle. Nous avons par exemple un book club et nous réunions une fois par mois et nous avons des gens qui sont arrivés sans parler la langue à un book club. Hein? Ça, c'est des gens qui sont daring, non? Mais qu'on voit après 3-4 mois avec les cours, avec les autres activités, les cafés des langues, mais l'engagement personnel avec les groupes où ils sont obligés à s'exprimer, à se connecter, on voit les changements tout de suite. Alors, je pense qu'il y aura toujours un temps d'attente, on espère que ça sera moins et moins, mais l'élimination de la paralysie à travers des connexions immédiatement au moment d'arriver avec toutes les organisations comme nous qui nous sommes dans les business de l'intégration, ça sera super. Et l'autre que je trouve super importante, on a aussi parlé de ça, c'est de collecter les compétences des personnes. Il n'y a pas de census à Luxembourg, une liste de qui fait quoi, des compétences professionnelles, oui, mais aussi socioculturelles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans parler la langue pour commencer. Tout le monde arrive ici avec une compétence d'une manière ou d'une autre qui peut être activée immédiatement, même sans la langue. Mais il faut avoir un peu la volonté politique. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Patricia. Seville, you heard a lot here today about what are the obstacles. You were confronted yourself in the first person with those obstacles. How did you get to overlap those obstacles? And what would be your wish for one thing to change?
Well, I think I found good friends and I had good support to face these obstacles, who supported me a lot. And you know, as a refugee, I think we all had a really big reason to flee our country in this very horrible way. So we kind of need a bit less challenging or stressing life. I mean, I as a person, personally, I am kind of used to these challenges. But sometimes it is super overwhelming that you have to knock on all the doors that you know or you don't. And you're so lucky if only one of them opens that door. Yeah. Sorry. Donc Séville dit qu'elle a trouvé d'abord beaucoup d'amis et beaucoup de soutien, et que les gens partent, c'est pas pour n'importe quoi, il y a des raisons solides, graves pour que les gens partent de leur pays d'origine, et que ça devrait faire qu'il y ait moins de barrières permanentes à leur parcours. Séville dit aussi qu'elle, personnellement, elle est habituée et elle est armée pour pouvoir affronter ce genre d'obstacles, mais que ce n'est pas le cas de tout le monde. If I want to be really precise, I wish this way to find your way in the society would be much easier for people like me, for refugees, because there is lots of potentials in this country. And I think by isolating refugees, both sides are just losing this opportunity. One side is losing the opportunity to use this potentials, and then the other side is losing the opportunity to get integrated in a new society. So I wish it was easier for us, and I hope it will be easier for next ones. Merci. Surtout pour le mot d'espoir à la fin. Dans Séville, son souhait, le premier, c'est effectivement qu'il y ait beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de liberté pour que les gens puissent essayer de retrouver son chemin ici au Luxembourg, et que dans la situation actuelle, tout le monde perd. Perd le pays qui ne bénéficie pas peut-être des compétences et de l'apport, et Patricia en a fait référence, que ces gens peuvent donner, et la personne perd elle-même, bien évidemment, parce qu'elle est frustrée, parce qu'elle ne peut pas mettre ses compétences au profit, elle ne peut pas développer son chemin, son parcours. Merci beaucoup. Donc, on est assez près de l'heure de terminer. On avait dit 21h, on pourra rester un tout petit peu plus si vous voulez. Mais maintenant, la parole est à vous, c'est-à-dire des questions, des réflexions, des commentaires. N'hésitez pas.